L'éducation, c'est quoi? C'est ce pari que nous faisons de dire nous allons faire en sorte que nos enfants aient les moyens de construire un monde un peu meilleur que celui qu'on leur laisse. Une démocratie digne de ce nom, elle ne peut pas exister s'il y a des distorsions trop importantes entre les citoyens. On est dans la merde. D'un point de vue économique, on va payer ça dans les 10 années et 20 années qui viennent de toute façon. Là, on a vraiment très mal travaillé. Il faut qu'à nouveau les profs fassent passer ce qu'ils savent, que les élèves d'une façon ou d'une autre acceptent d'apprendre. L'autorité du maître est fondée sur sa compétence, sur le fait que il sait, alors que l'élève ne sait pas. Qu'est-ce qui anime les républicains que nous sommes? C'est l'égalité des chances. Je crois que l'égalité des chances n'est pas une formule pertinente. L'égalité des chances, c'est la Française des Jeux pour ça. Le thème, revenons-y, je crois est un thème de vieille personne. C'était pas si mieux que ça avant. Qui dit méthode ancienne dit méthode conservatrice, qui dit méthode conservatrice dit méthode réactionnaire, et allant jusqu'au bout, qui dit méthode réactionnaire dit méthode fasciste. On entend ça. Je n'ai pas l'intention de faire une grande loi, une énième grande loi sur l'école. Il y en a eu tous les 2 ou 3 ans, ça suffit comme ça. Je dis souvent aux parents d'élèves qu'il y a eu là un crime, qu'il y a eu une agression délibérée contre leurs enfants et qui devraient porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Ils ont été privés de ce qui peut leur permettre une promotion sociale, par bon sentiment. Oui, il y a un crime qui a été commis. Le modèle scolaire français est malade, peu efficace, inégalitaire, il ne remplit plus sa mission. Malgré des moyens considérables, c'est le premier budget de l'État, il produit de l'exclusion dans des proportions inacceptables. 123 ministres se sont succédés à la tête de cette institution. Ils ont pu vérifier à quel point la réforme est délicate, voire impossible. Les blocages sont nombreux et l'éducation nationale est bien difficile à faire bouger. La plupart des ministres sortants le savent bien. Même si au moment de céder la place à leur successeur, ils ne le reconnaissent pas volontiers. Je lui laisse la maison en bon état, mais il y a toujours des marges de progrès considérables. Et puis, nouvelle législature, nouveau président de la République, avec un projet qu'a développé le président de la République en ce qui concerne la carte scolaire, l'autonomie des universités, le soutien scolaire, les études surveillées. Tout ça fait évidemment une masse de travail à venir considérable pour le prochain ministre. Madame Pécresse est là. Valérie Pécresse est ministre de l'Enseignement supérieur. Elle a la délicate mission de réformer l'université. Je suis content de vous présenter Valérie Pécresse, que vous connaissez déjà. Xavier Darcos est ministre de l'Éducation nationale. Il a en charge l'école et doit tenter de remédier à l'inégalité croissante que produit le système scolaire. J'ai quelques dossiers à lui remettre. Oh, il n'y a pas des conseils, sûrement pas. C'est toi qui m'en donnerais. Et surtout, j'ai un dossier à remettre à M. Darcos, donc vous permettrez peut-être d'abord. Le temps politique est un temps forcément très lié à l'instantané, très réactif, très bref au fond. Et en même temps, on voit bien quand même qu'il faut faire avancer des choses, il faut quand même réformer. L'enjeu de ce ministère, c'est l'avenir de toute une nation. Pas de grands effets d'annonce, Xavier Darcos a choisi de concentrer sa politique sur la classe et le professeur. Comment redonner le souffle nécessaire à ce grand corps malade? Un regard sur l'éducation nationale, de l'université au primaire, permet un diagnostic sur son état de santé. Pour aider au diagnostic, François Dubet, professeur d'université à Bordeaux, c'est un des grands spécialistes de l'éducation. Et Jean-Paul Briguelli, qui enseigne le français en classe préparatoire à Montpellier. Il a un regard critique de polémiste sur le système éducatif. Je crois qu'il y a un mot d'ordre aujourd'hui qui n'est plus acceptable, je le dis comme universitaire, c'est à bas la sélection.
Pour une raison très simple, c'est qu'au fond, dans l'enseignement supérieur, vous avez une partie des publics hyper sélectionnés en amont, grandes écoles, grandes universités. Les autres ne sont pas sélectionnés quand ils rentrent, mais ils sont violemment sélectionnés quand ils sont entrés. Donc c'est un système qui est d'une brutalité sans nom en réalité. Moi je suis professeur d'université. Les élèves que je reçois ne sont pas aussi bons que je voudrais qu'ils soient. Et je dis c'est la faute au lycée. Le professeur de lycée reçoit des élèves pas aussi bons. Il dit c'est la faute au collège. Au collège, on dit c'est la faute à l'école élémentaire. À l'école élémentaire, on dit c'est la faute aux parents. Et les parents disent c'est la faute au destin. Le bac, théoriquement, ouvre à l'entrée en fac. On a donc 83% de réussite au bac. Et ces 83% passent en fac, où en moyenne, il y a 50% d'échecs en première année. Il y a donc une escroquerie absolument monstrueuse de dire vous avez un bac donc vous pouvez rentrer en fac. On est arrivé d'ailleurs à une situation telle que les universités devront d'une façon ou d'une autre opter pour un mode de sélection qui leur permettra de ne pas amener autant de gens à l'échec parce que c'est quelque chose de totalement aberrant que d'accepter dans une formation des gens dont on sait précisément qu'ils vont se faire exploser en vol. Derrière cette statistique, 50% d'échecs en fin de première année d'université, il y a environ 160 000 étudiants. 160 000 étudiants qui sortent du système éducatif avec pour seul diplôme en poche le bac. Avancez, attendez, allez, reculez. On va vite. Oui. Ouais, parce que... A-t-on pris conscience de l'ampleur de cet échec à l'université ? Gilles de Robien, ministre du dernier gouvernement Chirac, s'est pourtant employé jusqu'au bout de son mandat à faire croire aux vertus toujours plus grandes de l'université pour tous. Oui. Alors quand j'ai décidé de relancer notre politique d'éducation prioritaire, c'était, vous savez, dans les premiers jours où je suis arrivé dans le ministère. J'ai dit, voilà, il y a des enfants qui ne savent pas qu'université, ça existe dans la ville ou à côté, ou pas loin. Et donc il faut les prendre ou leur tendre la main pour les amener justement dans l'université, pour leur montrer que c'est pour eux aussi. J'irais presque jusqu'à dire, c'est pour eux surtout. Merci. Un élan démocratique contredit par les chiffres. L'université est au bord de l'arrêt cardiaque. La massification, le nombre sans cesse grandissant d'étudiants sur les bancs des amphis, s'arrête aujourd'hui aux portes des premières années de l'université. Tous ceux qui savent, tous ceux qui connaissent ce système, évidemment ne mettent pas leurs enfants à l'université. Et l'université, c'est devenu le refuge de tous ceux qui ne savent pas, de tous ceux qui n'ont pas construit leur parcours, de tous ceux qui ne savent pas quoi faire dans l'existence. Bon, à part quelques secteurs comme la médecine ou le droit, qui d'ailleurs, eux, ont gardé un principe sélectif, tout ce qui est lettres, tout ce qui est sciences humaines, tout ce qui est sciences économiques et ainsi de suite, eh bien, c'est devenu effectivement l'illusion que l'on offre aux enfants des classes moyennes ou des classes populaires, qu'avec un diplôme de Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, eh bien, ils auront une situation meilleure que celle de leurs parents. Toute filière non sélective est nécessairement dévalorisée. Dans ces conditions, les premiers cycles universitaires, on se trouve avec des étudiants dont la majorité n'est pas en mesure de suivre les études qu'ils ont choisies par défaut. Politique, je vous le disais en titre, Nicolas Sarkozy et le gouvernement reculent sur la réforme des universités. Le texte a été repris après les critiques des syndicats. Eh bien, la nouvelle version rendue publique tout à l'heure supprime toute référence à la sélection à Bac plus 4. La réforme de l'université a été annoncée pendant toute la dernière campagne présidentielle. En plus de l'autonomie dont disposeront les universités et leurs présidents, Valérie Pécresse a tenté d'y ajouter une dose de sélection. Pression trop forte. Pour moi, l'essentiel, c'était de pouvoir avoir un texte qui recueille une adhésion la plus large possible et qui soit prêt pour la session extraordinaire de l'été. C'est chose faite. La ministre, le Premier ministre François Fillon et le président de la République ont dû reculer. Tout ministre de l'Éducation sait qu'il est assis sur un fauteuil éjectable. Et évidemment, on n'ose pas, disons,
susciter, provoquer, prendre le risque de mobilisation massive des lycéens et des étudiants en France. C'est tout. Sur les centaines de milliers d'étudiants lâchés chaque année dans la grande jungle universitaire, quelques milliers d'entre eux se retrouvent ici. Comment la plus grande faculté de sciences françaises s'en sort-elle face à l'afflux de candidats aux cursus variés, le tout dans le cadre d'une interdiction formelle de les sélectionner? Sans vraiment le dire et en toute connaissance de cause, on sélectionne pourtant à tour de bras, dans la plus grande discrétion. Hypocrisie non, nécessité oui. La faculté d'Orsay en région parisienne a créé un filtre, une année zéro, la PCS 0. Une année au cours de laquelle cette université donne aux étudiants les bases scientifiques auxquelles ils n'ont pas eu droit pendant leur scolarité. N'importe quel niveau. Ce qui compte, ouais, c'est ça, ce qui compte, c'est ta motivation. Parmi ces étudiants, certains réalisent effectivement que leur niveau ne leur permettra pas d'atteindre sereinement leur objectif et donc risquent de se trouver dans une situation d'échec à la première année. Donc dans ces cas-là, l'université Paris-Sud leur propose une année où on va leur faire travailler les matières scientifiques, maths, physique, chimie et biologie s'ils le souhaitent, afin donc de pouvoir rentrer l'année suivante en première année de supérieure. Voilà pourquoi on s'appelle une année zéro, on est l'année avant 1. Avec ça t'ouvre plein de portes. Avec tous les outils, toutes les armes qu'il faut pour la réussir. C'est pas pareil que le lycée, franchement. Non seulement t'as plus toutes les matières, français, histoire géo, blabla et tout. Et en plus, il faut vraiment être motivé et bosser régulièrement et dès le début. Si nous sommes obligés de faire cette remise à niveau en PCS 0, c'est parce que les étudiants que nous accueillons après le bac n'ont pas le niveau suffisant pour pouvoir poursuivre des études supérieures. Donc, sans être méchant à l'égard de nos collègues de l'enseignement secondaire, il faut bien dire que cet enseignement secondaire se défausse sur l'enseignement supérieur de ses responsabilités. Donc, si on a mis en œuvre ce type de remise à niveau, c'est parce qu'il correspondait à une nécessité. Sur 300 bacheliers qui demandent à s'inscrire à cette première année de remise à niveau, 120 sont reçus. 80 poursuivront un cursus scientifique à Orsay, les autres abandonneront. On appelle ceci... branche. Ok. Donc ceci... un nœud. Un nœud, donc c'est la réunion de plusieurs branches. Et donc c'est là où les courants vont se partager. Ouais. Donc maintenant qu'on a rappelé la définition d'un nœud, tu vas nous rappeler donc l'équation des courants au nœud. Donc là, ça fait I1 plus I2 égale 0. Si on fait une mesure dans ce circuit, on constate qu'en fait, il y a un courant qui vaut 1 ampère, par exemple, et qui traverse cette branche. Telle qu'elle a fait son choix, elle trouvera I3 qui vaut quoi ? Moins 1 ampère, voilà. Donc ça veut dire que le résultat physique n'est pas différent, heureusement. Par contre, le signe lui indiquera quel est le sens réel du courant. C'est un petit peu comme en mécanique, hein, au début de l'année quand on a fait de la mécanique, et qu'on choisissait une vitesse, si un objet monte et qu'on a gradué notre axe vers le bas, on trouvait une vitesse négative. Et celui qui graduait vers le haut trouvait une vitesse positive, on parlait bien d'un objet qui montait dans les deux cas. Là c'est pareil. Quand on a fait les inscriptions universitaires à la fin de l'année, c'était la grande question. Qu'est-ce que je vais faire ? Ça c'est bouché, ça je sais pas, ça me plaît pas, je peux plus faire autre chose. Et c'est vrai que y a pas beaucoup de gens qui connaissent la PCS 0, c'est un peu dommage. Et c'est vrai que je suis tombé dessus par hasard. C'est le cas de beaucoup de monde. Je suis allée au CIO, j'ai demandé des renseignements parce que j'avais déjà vu sur internet. Et non, je sais pas trop, oui, pas très bon niveau. Enfin bon, ils savent vraiment rien. Ils savent rien et en plus ils nous découragent parce que tout de suite quand on dit voilà, moi j'ai un bac ES et je veux faire médecine, ah bah non. Impossible. C'est dingue qu'il y ait de plus en plus de bacs technologiques, on en voit de toutes les sortes et finalement il n'y a aucun point si on s'est trompé alors que moi je suis arrivée, j'étais en seconde, j'avais 14 ans, à 14 ans, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'on veut faire? C'est impossible. En troisième, on m'a dit que je ferais un BEP. On m'a dit non, tu vas pas en seconde générale, ça sert à rien. C'est des choses, non mais c'est vrai, c'est des choses qu'on te dit et après ça te fait peur. Je suis arrivé en seconde, je me suis dit je vais foirer. On me dit tu fais un BEP. En gros on te bloque, si on n'aurait pas trouvé ça, on serait tous retrouvés dans un truc qu'on n'aime pas faire ou en échec et... Laurent Laforgue est chercheur. Il a reçu la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiques.
Membre du Haut Conseil à l'éducation, il en a été rapidement écarté pour avoir fait part de ses inquiétudes sur notre système éducatif. Dans un paquet de copies de L2, donc de deuxième année d'université, spécialité maths physique, exemple de questions de cours données. Rappelez l'énoncé du théorème de Pythagore. Sur 54 copies, 8 réponses correctes. Deuxième année d'université scientifique. Et je peux vous dire, l'une des meilleures universités de France, si ce n'est la meilleure université de France par son encadrement. C'est malheureusement une constante depuis quelques années. On ne peut pas dire que le niveau de culture générale et de culture scientifique soit en amélioration. Vous seriez sans doute stupéfait et même consterné si vous pouviez lire les copies des étudiants que nous avons en première année, donc qui viennent d'avoir le bac. Certaines sont absolument illisibles et incompréhensibles, parce que le français est inexistant. Qui sont ces étudiants? Pourquoi un tel échec? A-t-on placé la barre trop haut? Leur a-t-on donné les savoirs nécessaires? Le bac est-il un révélateur de ces lacunes? Le bac présente un enjeu capital parce que c'est le paravent du désastre. Il y a une baisse réelle du niveau dans la maîtrise de la langue écrite. Personne ne peut le nier. Et nous camouflons cette réalité lors de l'évaluation que constitue l'épreuve du baccalauréat. Il y a à peu près 80% de reçus. Ça veut dire qu'il y a 20% de collés. Ça veut dire 1 sur 5 quand même. On va dire qu'ils soient bradés. Chaque année, et nos proviseurs et nos professeurs se font menacer par l'inspection d'académie parce que nous faisons trop redoubler. Quand je corrige la moitié de mes copies de terminale L, ce n'est pas une question de niveau qui baisse, c'est pas de niveau. Et en leur donnant le bac, puisqu'ils l'auront, on va leur faire croire qu'ils en ont un. Le niveau Bac plus 5 actuel vaut le niveau bac des années 60. C'est un examen qu'il faut passer, qui n'est pas si facile. La preuve d'angoisse des familles et des parents. Les parents d'élèves, ils veulent qu'une chose, c'est que leur gamin, ils aient le bac. Toute volonté de le supprimer ne serait pas bien reçue de personne, ni de ceux qui l'ont eu, ni de ceux qui s'y préparent. Ça n'est pas le bac qu'il faut changer. C'est tout ce qui les amène au bac. Il faut savoir, par exemple, qu'en 1950, il y a 6% d'une classe d'âge qui a le bac. En 1965, il y a 15% d'une classe d'âge qui a le bac. Donc, les diplômes qu'on produit sont des diplômes qui valent quelque chose parce que, au fond, les emplois qualifiés sont aussi à peu près en harmonie avec les diplômes. De la même manière que quand vous avez 70% d'une classe d'âge qui a le bac, ce choix a été fait par tous les gouvernements, de droite ou de gauche, ils n'ont pas bougé là-dessus. Vous ne pouvez pas dire le bac me donne le droit à un emploi qui correspond à ce que donnait le bac à 50 ans. C'est plus possible. Alors il faut le dire. Le bac est une sorte de certificat de fin d'études secondaires. On n'ose pas le dire parce que je crois qu'on aurait l'impression de renoncer à des ambitions nationales. Voilà. Et donc ça nous met dans des situations un peu impossibles parce que quand vous êtes enseignant, que vous avez sur votre bureau le programme et en face de vous les élèves, en général vous mesurez la distance, sauf quand vous êtes dans un très bon lycée du 5e arrondissement, vous mesurez quand même la distance qu'il y a entre ce qu'on attend et ce que sont les élèves en réalité. Les notes données dans tous les examens, à commencer par le bac, sont des notes fictives. On peut avoir 13 ou 14 à une épreuve, simplement parce qu'on vous a rajouté 4, 5, 6 points en commission, ou parce qu'on a eu des ordres pour ne pas mettre sur les copies les notes correspondantes aux copies. Voilà, ça c'est la réalité. C'est-à-dire que les 83% de réussite au bac, c'est un résultat totalement fictif. Des gens ont des examens, c'est écrit sur un bout de papier, titulaire du baccalauréat, machin truc chose, et ce papier, c'est une pure fiction. Dans quelques jours, 625 000 élèves de 5 sections différentes se retrouveront pour passer leur épreuve de philosophie. Dernier cours dans cette matière pour Marion, élève en section littéraire. D'une certaine façon, elle sert de fil conducteur pour éclairer l'histoire. Comme si... Ça, on l'a déjà vu. Pas mal. Est-ce que vous vous souvenez du mot téléologie? Voilà, hein. C'est l'effet cause de sa cause.
c'est le processus de l'histoire universelle.